Est-ce que j'ai bien compris que vous mentionniez qu'au début des années 1700, il n'y avait pas d'habitants permanents à J'ai dit Gaspé-Mike? ça, moi? Ben, Au début de 1700, ça veut dire 1690 à Gaspé, il y avait certainement des gens qui venaient pêcher. OK? ouais. Si on a pris la peine de construire un moulin, comme Francine Lelièvre l'a dit en C'est 1724, exactement la question qui me donc venait. là, à ce moment-là, il Ouais. faut qu'il y ait un résident permanent. Mais je ne l'ai pas encore trouvé, celui-là. J'ai commencé depuis bien longtemps, mais il faut dire aussi que les archives notariées, il y en a beaucoup de perdus dedans. On a des greffes, mais dans les greffes, il y a beaucoup de choses de perdues. Par exemple, moi, je viens de trouver aux États-Unis, mais je ne vous dirai pas où, parce que la concurrence étant là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais j'ai trouvé des engagements de Denis Riverain aux États-Unis, puis qui n'existent pas en France. Donc, il y a des documents qui me manquent pour la baie de Gaspé. Mais il y a forcément du monde, au moins à partir de 1720, qui viennent pêcher ici. Forcément. Déjà, il y a les Français qui viennent, mais je parle de Canadiens. Parce qu'ils ont pris à peine de construire un moulin. À moins que ce soit des Français qui aient construit un moulin ici sur place pour, de là, faire de la planche, réparer leur navire. Puis toutes les hypothèses sont ouvertes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient laisser, à l'hiver, ils laissaient le Ça, moulin là. oui, puis à Tout le l'hiver, monde ils laissaient partait. du personnel. Chaque équipage laissait en général 1 à 2 hommes sur place pour surveiller ces installations. Parce que la règle est, si moi, Mario Mimo, je me construis, mettons, un quai ici, là, on appelle ça un chafaud, là, quand je reviens au printemps, là, c'est le premier capitaine qui arrive là, qui en prend possession. C'est à lui, c'est automatique. À l'automne, s'il laisse personne, il perd tout son droit d'usage. Donc, il faut qu'il revienne le premier. Mais le truc pour revenir le premier, c'est que tu payes un gars. Pendant tout l'hiver, il va rester ici, puis il va 2 gars. Peut-être, d'habitude, c'est 2 gars. Il y a même, j'ai même trouvé, je le mentionne dans mon livre sur le destin de pêcheur, les conditions. Il y a un pêcheur basque qui a mis sur papier toutes les conditions qu'il avait posées pour rester à Gaspé. Pas Gaspé, à Percé, si je me rappelle bien. Oui, pour rester à Percé un hiver. C'est avantageux. C'est avantageux pour lui. Il fait 2 saisons ici. Après ça, il s'en revient avec la palette une fois faite. Là. Mais c'est avantageux pour l'entrepreneur parce qu'au printemps, le gars, il est au bout du quai avec son fly. Et ça, c'est à Mario Mimo. Touche pas. Ça fait que c'est de même que ça se faisait. Juste pour confirmer, Peninsula, Oui. c'est que nous autres, moi, de 1940 à 1969, c'était Peninsula. Oui. Parce que notre bureau de poste était au centre d'accueil de Penouille Il portait ce présentement. nom-là. Puis ça changeait à partir du début des années 70 pour Péninsule. Oui, OK. Ouais. Bon, tu vois. Puis, puis aujourd'hui, je ne sais pas, Fabien aussi, vous restez à Péninsule, vous ne restez pas à Penouille. Oui, dans votre langage courant. Quand tu dis, là, si je te demande dans quel coin tu restes en baie de Gaspé, vas-tu me dire Penouille ou Péninsule? Ben, toi, Fabien? Bon, je l'avais dit. C'est ce que je pensais. Puis les francophones, on va lui demander, ils vont dire à Penouille. Mais, comme je viens de vous dire, depuis 1932-34 à peu près, qu'il y a cette confusion, dû au fait qu'en 32 ou 34, quand Monseigneur Charles-Eugène Roy, pour qui j'ai énormément de respect, parce que je dois vous dire que cet homme-là, quand il a écrit son livre, avait 2 générations d'avance sur toutes les personnes qui faisaient des monographies au Québec. Okay? Pour la première fois, quasiment, on ne s'intéresse pas seulement qu'à l'Église catholique et à son œuvre, ce contre quoi j'ai rien. Simplement, c'est que toutes les monographies antérieures de telle place, c'est l'œuvre de l'Église. Lui a regardé, tout en regardant l'œuvre de l'Église, l'œuvre des hommes aussi, des fidèles, des gens qui sont demeurés à Gaspé. Et lui, il s'est demandé, il s'est posé, il a dû se la faire poser. Penouille, que vous trouvez dans vos documents, c'est où? Et c'est là la confusion. On a fait une interprétation. C'est facile de dire 60 ans plus tard qu'ils se sont trompés, mais à l'époque, il y avait la conviction parce que les documents qu'ils avaient en main, c'est ce qui leur permettait de faire comme hypothèse. Moi, j'ai des documents qui me permettent de faire une autre hypothèse aujourd'hui, puis dans 60 ans, si vous revenez, non, dans 30 ans, si vous venez me voir, je vous dirai, ouais, je me suis trompé, là, en mars 2012. C'est pas ça, il faut me reprendre, là. Les documents, j'ai toujours dit à mes étudiants, l'histoire, tout le monde a pensé que l'histoire et la thanatologie, c'était les 2 sciences les plus mortes qui n'existaient pas. C'est bien de valeur. C'est bien de valeur. La science la plus vivante qui existe, c'est l'histoire. OK? Elle est tournée vers le passé? Oui, c'est son sujet. Mais sa technique, sa méthodologie, ses modes d'analyse, c'est la documentation, tout ça, ça change d'année en année. Constamment. Puis la documentation, bien, ça m'a permis de faire une conférence à soi ou une causerie.
effectivement. Ce qui fait qu'on parle toujours de la même chose en disant d'autres choses nouvelles. C'est ça l'avantage en histoire. On radote, puis tout le monde est content. Bon, Est-ce qu'il y aura d'autres commentaires, d'autres interventions? Oui. Je suis juste curieuse de savoir si il y a des documents, c'est tout manuscrit, là, une écriture à peine déchiffrable. Est-ce qu'il y a des documents que vous n'êtes pas capable de lire? Ou bien qu'il y a des mots sur lesquels vous butez? Puis ça peut vous priver d'une information bien sûr capitale. que ça peut nous priver. Mais il arrive qu'il y a des documents que je n'ai pas été capable de lire. Ceux-là ici, ça, c'est facile. Ça, c'est pour vous, c'est peut-être difficile. Pour moi, c'est facile. Mais faites attention, je ne veux pas faire le fin-fin. Ma femme pourra vous le certifier. Ce type de document-là, des fois, là, les premiers temps que je m'exerçais à mon métier, ça me prenait 15 jours pour lire une page 8,5 par 11. 15 jours. Il faut le faire. Il fallait être tenace en désespoir. Puis ma femme, il fallait qu'elle soit patiente pendant ces 15 jours-là. Je ne m'occupais pas d'elle. Regardez, ça ici, c'est avec une bonne photocopie, je lis ça assez facilement. D'autres vont avoir de la difficulté. Mais je me rappellerai le jour où j'avais un document comme celui-là et je l'avais lu, puis j'avais travaillé comme un défoncé, puis j'avais toute mon affaire, c'était bon. Je reçois le président de la Société généalogique à Québec, une connaissance, il vient passer une soirée chez nous. J'ai dit, « Hey, tu veux-tu m'aider? » Il dit, à certifier, c'est-tu bon ça? Et là, finalement, il lit ça, je me suis trompé aux 3 quarts. Il m'a dit, hey, regarde, ça, c'est pas ça, c'est pas. Oui, mais regarde, il dit, regarde, lis bien, là, Fait que finalement, il m'arrive il y a Panet, Jean-Claude Panet, par exemple, ça n'a pas pris rien qu'une semaine, ça a pris des mois. Même aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que je n'ai pas lu Panet, ça me reprendrait probablement encore une couple d'heures à réussir à relire le bonhomme. Il y a des bonhommes que je ne suis pas capable de lire. Il y a, par exemple, le pire de tout, c'est Jacques Cartier. Je fais les pattes avec mes étudiants, je le connais par cœur. Donc, je lui ai montré un paragraphe en 1534, quand il est venu, le paragraphe, où il commence. Puis là, je lui lis ça. Ils sont là. Ça se peut pas, t'as lu ça, Je le sais par cœur. Je fais comme. Mais là, je l'ai fait marcher pendant 5 minutes, puis après ça, je lui dis, là, non, pas capable. Il y a des gars qui sont spécialisés dans ça. Ça s'appelle des paléographes. Ce qui fait qu'il m'est arrivé à de rares reprises, parce que quand je ne suis pas capable, effectivement, je décide je vais perdre l'information plutôt que de perdre mon temps. Et il m'est arrivé, par contre, à quelques reprises, 2 ou 3, demander à certains paléographes de ma connaissance de me lire ça, parce que là, c'est essentiel pour mes travaux. Mais ça coûte cher, puis je veux dire, j'ai pas le temps d'attendre. La vie est courte. Je ne sais pas pourquoi, mais plus ça avance, plus ça va vite. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Non? Je vais me déplacer. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Avant de vous laisser partir, je vais juste vous annoncer en primeur les 3 prochaines conférences. Au mois d'avril, Paul Lemieux viendra nous raconter l'histoire de la falaise de Miguacha. Au mois de mai, on aura la chance d'avoir Marie-Ève Bisson de la Commission de toponymie du Québec qui viendra faire une conférence sur la toponymie de la Gaspésie. Et pour clôturer la 2e année des conférences mensuelles, on aura en juin Pierre Provost et Fernand Alain qui viendront présenter une conférence sur la révolte des Paspéas pour permettre d'introduire l'exposition de l'été qui sera sur les traces anglo-normandes en Gaspésie. Donc, merci beaucoup, bonne soirée et au plaisir de vous revoir au mois prochain. Merci.